Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de cette belle et vieille société, je suis particulièrement heureux et fier de vous arriver cet après-midi de ma profonde province, du cœur du Berry, pour vous présenter un thème qui m'est particulièrement cher et thème qui fut celui de ma thèse d'exercice, notamment présidée par monsieur le professeur Vattier qui vient de nous rejoindre et parmi le jury, votre cher secrétaire général, madame André. Alors, paysage médical de l'arrondissement de La Châtre, vous allez me dire, mais c'est où La Châtre ? Eh bien, La Châtre, c'est une petite ville au sud du département de l'Indre, l'Indre qui a pour chef-lieu de préfecture Châteauroux. La Châtre qui est inconnue, je suis certain, pour la plupart d'entre vous, mais qui a quand même une oui, bon, avec un célèbre personnage, notamment qui a vécu et qui est décédé dans cet arrondissement, c'est George Sand, la romancière, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec la question de sa panthéonisation. L'arrondissement de La Châtre, le voici. Bon, pour image, c'est 5 cantons et 59 communes aux frontières du département du Cher et de celui de la Creuse. Alors, aux origines d'un tel travail, 3 fondements, 3 piliers. Tout d'abord, une figure, celle du médecin de campagne, souvent idéalisé, stéréotypé dans l'imaginaire collectif. Un territoire, celui de l'arrondissement de La Châtre, je le disais, arrondissement qui est le mien, dont j'ai eu la chance, dans lequel j'ai eu la chance de m'installer le 1er janvier dernier comme médecin généraliste, médecin de campagne, et une époque, la seconde moitié du XIXe siècle, riche d'évolution, nous l'avons vu dans les présentations de mes prédécesseurs, riche d'évolution à tous les plans, aussi bien notamment sur le plan médical. Alors, comment retrouver, d'où partir pour retrouver ces praticiens du XIXe ? Eh bien, tout a débuté dans ce lieu, les archives départementales de l'Indre, où j'ai pu découvrir ou redécouvrir un ensemble de listes préfectorales où étaient recensés, voilà à quoi elles ressemblent, où étaient recensés les personnels de santé. Et je me suis notamment intéressé aux docteurs en médecine et à leur, on va dire, le pendant non thésé, les officiers de santé. J'ai pu ainsi relever 53 praticiens, docteurs en médecine et officiers de santé, pour lesquels j'ai tenté de dresser une sorte de mini-biographie en me basant notamment sur l'état civil, sur le registre des thèses consultées à la bibliothèque interuniversitaire de médecine ou encore des archives plus locales telles que les archives des fonds patrimoniaux ou des musées locaux ou des archives familiales. Nous avons ainsi constitué un corpus biographique de 53 mini-biographies émaillées de portraits, vous en voyez un exemple ici, ou de signatures extraites de l'état civil pour essayer de mettre une image et un symbole sur ces hommes oubliés. Une fois ce corpus constitué, nous avons cherché à en faire une étude, c'est-à-dire une prosopographie, étudier les caractéristiques communes de ces praticiens, savoir en quoi ils se ressemblaient, leur cadre, leurs caractéristiques. Et si l'on commence sur le plan civil... Ça défile ? Oui. Sur le plan civil, savoir d'où ils venaient, ces jeunes gens. Eh bien, d'après l'état civil, on s'aperçoit qu'ils étaient originaires à 65% du département de l'Indre. Et parmi ces 65%, 80% d'entre eux, 79%, étaient installés dans leur arrondissement d'origine. 70% dans leur canton d'origine et un peu plus de 55% dans leur commune d'origine. Quand on voit ça aujourd'hui, on pourrait très facilement se dire que si la majorité des étudiants en médecine revenaient à leurs origines, nous ne connaîtrions pas la pénurie médicale que l'on connaît aujourd'hui dans nos campagnes. Alors, peut-être un facteur qui les incitait à revenir dans ces campagnes, c'est la profession paternelle. Et on voit un ancrage très fort sur le plan foncier, où on retrouve chez les docteurs en médecine près de 40%
de pair avec une profession de propriétaire terrien. Nous sommes à la campagne et bon nombre avaient des domaines agricoles qui les faisaient vivre. Une proportion moindre pour les officiers de santé qui étaient, d'après la littérature, et nous l'avons bien retrouvé, bien identifié, de conditions souvent plus modestes. Mais restaient-ils ces praticiens? Eh bien, si l'on regarde les lieux de décès, on voit qu'aussi bien les docteurs en médecine que les officiers de santé décédaient à près de 80% dans l'arrondissement de la Châtre. Preuve qu'ils y revenaient, qu'ils y faisaient carrière et qu'ils y terminaient leur jour. Voilà pour le plan civil, quelques traits remarquables qui ont été relevés, notamment des parentés, bien sûr, des filiations, des mariages réciproques, des filles de docteurs qui épousaient un fils d'officier de santé aspirant à devenir docteur en médecine, un étudiant, des dynasties médicales, c'est la famille Verne, la famille Gira. Je m'arrête un instant sur la famille Corbiot. Les Corbiot, 11 officiers de santé sur 4 générations. Et parmi ces officiers de santé, un terme inconnu jusqu'alors, c'est le terme d'officier de santé ambulant ou voyageur. Et on s'aperçoit que certains de ces praticiens ont en effet exercé sur plus d'une dizaine de communes sur la France entière. Et il serait intéressant, moi je ne l'ai pas fait dans mon travail, de savoir leurs aspirations et leurs motivations à changer comme ça de communes, de villes, de régions pour aller exercer leur profession. Bien sûr, des fonctions politiques et responsabilités, maires, conseillers généraux, un député, des chevaliers de la Légion d'honneur, dont un officier qui était député maire de la Châtre. Pour ce qui est du cadre médical, très rapidement, savoir où ils avaient fait leurs études et d'où ils venaient. Bon, si les docteurs en médecine montaient facilement à la capitale, à Paris, à près de 80% à la faculté de médecine de Paris, Strasbourg pour les militaires, Bordeaux pour les maritimes, on voit que les officiers de santé sont un peu plus dispersés et c'est l'officiat, c'est leur qualification qui voulait ça, puisqu'il y avait à cette époque, jusqu'aux 3/4 du 19e siècle, des jurys départementaux et c'est pour ça que Châteauroux, chef-lieu du département de l'Indre, arrive en seconde position après Paris. Alors une fois thésé, une fois docteur en médecine, la littérature nous explique bien que les médecins revenaient à leur campagne, revenaient à leur village ou ville d'origine et s'installaient à proximité des lieux de passage des gens et de l'argent. Typiquement, la place du marché ou la place de l'église, où on était sûr de pouvoir rattraper un maximum de patientèle. Un bon exemple, c'est cette photo du début du XXe siècle, où on voit ici, au premier plan, la maison du docteur Chamna, ici, juste à côté, séparée d'une petite ruelle, la maison du docteur Vergne, et face à ces deux bâtiments, un autre hôtel particulier, celui du docteur De Serf. 3 médecins en 80 mètres carrés. Mais 3 médecins idéalement placés, puisque situés immédiatement dans la continuité de la grande place du marché, et, pour ne rien vous cacher, le toit que l'on devine ici n'est autre que celui de l'église Saint-Germain de la Châtre. Donc 3 médecins idéalement placés à la croisée des places du marché et de l'église. On pourrait s'attendre à une très forte consultation dans leur cabinet. Or, si l'on regarde les relevés de succession, on s'aperçoit que dans ces cabinets médicaux, il n'y avait pas de pièces dédiées à la consultation. Et on note souvent dans la salle à manger un divan d'examen, une armoire avec des draps et de l'argenterie, quelques seringues, des choses comme ça, et des chaises en enfilade, souvent décrites dans le couloir d'entrée. Pas de pièces dédiées à la consultation dans ces hôtels particuliers. Alors, comment travaillait-il? Comment prescrivait-il? J'ai eu la chance de mettre la main sur une ordonnance. Il y en a peu qui ont traversé les siècles. Une ordonnance du docteur Philippe Bernard de la Châtre, dont je vous fais grâce de l'entièreté, mais c'est un jeune patient de 22 ans qui consulte pour une dysenterie. Et on voit entièrement rédigé les symptômes, les préconisations et le régime, s'il vous plaît. Un régime presque sec, avec des soupes non mitonnées,
peu de bouillon, du pain grillé, de la viande grillée, des pruneaux secs et des tartines d'huile d'olive. Vous voyez qu'on est quand même bien loin des préconisations actuelles et du formalisme des ordonnances d'aujourd'hui, et notamment l'arrivée récemment des QR codes qui affranchissent maintenant nos ordonnances. Alors, on dit oui, prescription de médicaments, mais où se fournissaient-ils les médicaments? On avait un pharmacien à La Châtre, un à Aigurande, mais les médecins de campagne, comment faisaient-ils pour distribuer ces médicaments? La littérature explique que, eh bien, il y avait des dépôts de pharmacie. Les médecins étaient pro-pharmaciens. Une chose qui est très difficile à prouver, très difficile à identifier. Et moi, j'ai eu la chance de tomber dans les collections du musée Georges Sand de la Vallée Noire sur un bel objet qui a attiré mon regard, un trébuchet de pharmacie, et apposé sur le tiroir une plaque mentionnant offert à monsieur le docteur Pestel par la commune de Saint-Chartier, sa commune d'installation dans l'arrondissement de La Châtre. La plus belle preuve de l'exercice de la propharmacie par nos médecins de campagne éloignés de la ville chef-lieu d'arrondissement. Une mention qui m'a surpris dans l'étude de mes médecins, c'est la mention médecin de l'hospice de La Châtre. J'ai retrouvé de nombreux praticiens portant cette mention. Chose que je ne savais pas, c'est que les médecins de ville, médecins de campagne, exerçaient également dans l'hospice d'arrondissement et dispensaient leurs soins dans cet hospice. J'ai pu, voilà l'hospice tel qu'on peut le concevoir en 1893, et j'ai pu dresser le relevé des médecins ayant exercé dans cet établissement. On voit qu'il y en a un qui est quand même prédominant, c'est le docteur William Vergne, dont nous avons vu la maison tout à l'heure. William Vergne, en 2 mots, je vous en parle parce qu'il a eu une forte influence en région parisienne. C'était un chirurgien spécialiste de l'opération de la cataracte. Et de nombreux journaux, y compris parisiens, lui vouaient des qualités chirurgicales assez exceptionnelles, où l'on cite notamment que de nombreux Parisiens descendaient à La Châtre se faire opérer sous les mains expertes du docteur Vergne, certainement aidé par la mission Georges Sand, l'influence de Georges Sand à La Châtre à cette époque, influence de ces opérations à tel point que le préfet de l'époque avait voulu créer à La Châtre une clinique d'ophtalmologie, clinique départementale, pour ce médecin, clinique qui ne verra jamais le jour puisque la guerre de 70 viendra arrêter l'ensemble de ses projets. Une autre mention qui m'a surpris, c'est chez 8 médecins dans mon corpus, la mention médecin de Georges Sand. On connaissait Georges Sand romancière, on connaissait Georges Sand amoureuse, mais je ne savais pas Georges Sand malade, et notamment avoir eu 8 médecins. Georges Sand avait, je vous en fais grâce, mais une approche tout à fait particulière de la médecine pour l'exercer un petit peu elle-même auprès des paysans de Nohant. Et Georges Sand disait « Je ne crois à la science du médecin que quand il porte un cœur ami ». Et des amis, elle en avait beaucoup, en commençant par son fidèle voisin, le docteur Gustave Papet, châtelain d'Ars, qui soigna l'ensemble de la famille de Georges Sand, mais qui soigna aussi des grands noms de l'époque, notamment Balzac, lors de ses venues à Nohant. Balzac qui lui dédia son livre Les Chouans, son roman Les Chouans. Il a soigné également Delacroix, on retrouve des échanges épistolaires entre les 2 hommes. Il a soigné Musset à son retour de Majorque. Donc vous voyez, un petit médecin de campagne de La Châtre qui a soigné les grands noms du 19e. Et puis un deuxième que j'aime bien, qu'elle appelait communément mon petit docteur, parce que ils avaient tous les deux une grande différence d'âge, le docteur Jules Pestel de Saint-Chartier, dont nous avons vu le trébuchet de pharmacie tout à l'heure. Jules Pestel, un avant-gardiste qui soigna Georges Sand avec une machine un petit peu révolutionnaire pour l'époque,
ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ancêtre du TENS, l'électrostimulation, et qu'on appelait à cette époque-ci la machine de Duchenne. George Sand dira dans ses agendas, Pestel amène une petite machine électrique, c'est douloureux, mais quel remède admirable. Le docteur Papet, le docteur Pestel, il y aura également le docteur Chamna, Favre, le Parisien, des médecins qui veilleront de jour comme de nuit jusqu'à ces dernières heures, la célèbre romancière qui poussera son dernier souffle le 8 juin 1876 dans sa demeure de Nohant, entourée par ses médecins. Je termine par cette image que je trouve très belle, l'image du médecin de province en tournée, en visite, en course, comme on disait à l'époque, demandant sa route à une paysanne dans son champ. Et je dois bien vous avouer que si le médecin de province, le médecin de campagne se perd parfois dans les chemins et sur les petites routes de sa province, vous imaginez ce que c'est qu'un petit médecin de province tel que moi qui arrive dans le métro parisien. Bon, vous voyez, j'ai essayé en quelques mots, c'est une thèse assez conséquente de plus de 300 pages, j'ai essayé en quelques mots de vous synthétiser, de vous faire toucher du doigt ce qu'était la médecine et les médecins donc, du 19e dans l'arrondissement de La Châtre, des médecins profondément ancrés, fidèles et engagés à leur territoire, des médecins qui sont, je le pense, le fondement de notre pratique médicale telle que nous la concevons aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci infiniment pour cette présentation haute en couleurs, mais néanmoins extrêmement documentée et sûrement très intéressante à lire. Je n'ai pas eu l'occasion de lire votre thèse. Une question. Effectivement, ça sera très intéressant à lire. Moi, je me suis intéressé justement à cette loi de 1903 de l'an 11, et à ce moment-là, les officiers de santé devaient s'installer dans le département où ils étaient, entre guillemets, reçus. Ce qui avait donc bien changé avec les années. Et tout ça, ça a existé, je crois, jusqu'en 1892, où on a arrêté de délivrer des diplômes, mais on a eu encore des officiers de santé au début du XXe siècle. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et l'officiat de santé a été créé pour mettre fin à une pénurie en fait médicale qui faisait suite à la Révolution. On avait coupé les facultés, on avait voulu enlever tout ce protocole facultaire et on faisait face au début du 19e siècle à une pénurie très importante de docteurs en médecine et c'est pour ça qu'on a créé l'officiat. Et je peux intervenir à nouveau? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Allez-y, vas-y, garde. Oui, je suis désolé d'intervenir à nouveau, mais comme je suis originaire d'Argenton-sur-Creuse et je connais bien le Bas-Berry, dans lequel mon père était médecin généraliste, et vous pensez bien que je vous félicite pour ce travail. Nous sommes dans le pays des rebouteux, vous le savez bien, des jeteux de sorts. Est-ce vous avez dans votre travail, est-ce que vous avez fait un paragraphe sur les interactions entre nos collègues médecins et les rebouteux du Bas-Berry? Alors, j'en parle parce que, bien sûr, le Bas-Berry est réputé pour ça, mais c'est vrai que je n'ai pas poussé l'étude, je n'ai pas fait le relevé dans ce sens-là, m'étant contenté vraiment d'étudier, de partir des listes préfectorales, et donc vous vous doutez bien, les ne faisaient pas partie. Bien sûr. Oui, merci de votre travail. Je voulais juste savoir si vous avez retrouvé dans les carnets de consultation des médecins et des officiers de santé le montant des honoraires qui étaient demandés par un médecin vis-à-vis d'un officier de santé. Oui. Alors, vis-à-vis des officiers de santé, non, mais j'ai retrouvé des études qui étaient menées, notamment par le comité d'hygiène. Il y avait tout un tas d'études annuelles qui étaient menées, et notamment le prix de la course, c'était 1 franc en ville. Il n'y avait pas de prix
de consultation quand c'était réalisé au cabinet. Mais la course, c'est-à-dire la visite à domicile, était d'1 franc en ville et d'1 franc par kilomètre parcouru en dehors de la ville. Ça, c'est le seul tarif que j'ai pu retrouver sur l'arrondissement de la Châtre, en monnaie sonnante et trébuchante. Pour ce qui était des consultations au cabinet, on sait, il s'était mentionné, que c'était souvent dédommagé par une douzaine d'œufs, par une belle volaille, et qu'il y avait souvent des dettes annuelles. On payait le médecin à l'année, et c'est-à-dire qu'il y avait l'épouse du docteur tenait son registre de consultation, et parfois, 6 mois plus tard, elle envoyait la note au patient qui payait, je vous le dis, souvent en volaille, en porc gras, pas en monnaie sonnante et trébuchante. En nature, exactement. J'avais perdu le terme. Merci pour cette très belle communication. J'interviens en tant que voisin dans les arrondissements de Boussac et d'Évaux-les-Bains. Creuse, bravo. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu au cours de vos recherches des renseignements sur les exilés politiques durant le coup d'État de 1851-52? Je fais référence au docteur Darchy, qui était ami de Georges Sand. Tout à fait. Qui était établi à Chambon-Sainte-Valérie, et donc qui a été emprisonné, ainsi que le pharmacien Le Grip. Il y a eu en Creuse un nombre assez important de praticiens de santé qui ont été inquiétés par les événements politiques de Napoléon III. Alors, est-ce que vous avez eu quelque chose du côté de la Châtre de Saint-Sévère? J'ai eu que le docteur Darchy, comme vous dites, qui a commencé sa carrière donc à la Châtre, qui était médecin de Georges Sand, qu'elle a beaucoup regretté, qui est parti pour des problèmes de santé. Il souffrait de rhumatisme. Il était parti donc médecin de cure thermale. En fait, il était à Chambon-sur-Oise, où il exerçait à Évaux, en fait, au terme d'Évaux-les-Bains. Il ne reviendra ensuite qu'aux derniers instants de Georges Sand. Je n'ai eu que cet exemple-là où, en effet, il a été jugé emprisonné pour des faits plus ou moins douteux, où on emprisonnait et on jugeait à la va-vite à l'époque. Tout à fait. Il n'y a que ce médecin-là qui était à cheval sur les deux départements qui entre dans cette question et sur lequel j'ai travaillé. Les autres sont restés fidèles au département de l'Indre et n'ont pas été inquiétés par ces emprisonnements, par ces jugements. Commission des prix veut conclure sur votre intervention. Mon cher confrère, je vous félicite comme tout le monde et je m'aperçois que le verbe est égal à la plume. Votre thèse est remarquablement écrite. Je vous félicite d'autant plus que la qualité des candidats était bonne. Et vous avez, d'une certaine façon, un peu survolé grâce à une thèse écrite selon des critères universitaires tout à fait corrects, avec une étude particulièrement approfondie sur les médecins. Il s'agit donc d'une très bonne thèse. Voilà. Deuxièmement, je veux vous rassurer, ici, il y a beaucoup de médecins de campagne. Voilà. Il y a Madame André, il y a notre ancien président, il y a moi-même, puisque après avoir fait ma carrière à l'hôpital Cochin à Paris, j'ai fini comme médecin on peut dire de campagne à Montrichard, qui est pas très loin de la Châtre, et qui me rapproche également de vous avec Chenonceau et Georges Sand, qui est une descendante de la famille de Chenonceau. Voilà, puis je voudrais faire une dernière remarque, c'est concernant votre président de thèse, Monsieur Vattier, qui est ici, que je salue amicalement, et qui certainement le professeur de médecine, il s'occupe de l'immunologie à Tours, qui a donné le plus de candidats au prix de la Société d'histoire de médecine. Alors, je n'ai pas fait le compte, mais il y en a au moins 5 ou 6 dont il est responsable de prix. Alors,
Merci beaucoup à vous-même et également à votre président de thèse. Merci beaucoup.